Préparez-vous à plonger dans une fête d'informations comme jamais auparavant. Imaginez que le camp ne vibre pas d'émotions collectives, mais que l'air sent les billets frais. C'est 150 millions que Florentino jette sur la table et qui transforment le stade en une fête de célébration contenue. L'histoire commence par un murmure qui se transforme en ovation, une foule qui anticipe la grandeur de ce qui va venir sans que le coup de sifflet initial ne soit encore entendu. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la confirmation que même si le Barça ne vit pas toujours de bonnes nouvelles, il existe des moments où l'accepter signifie ressusciter des espoirs anciens qui semblaient condamnés à l'oubli. Dès la première seconde, l'ambiance devient électrique. Ce n'est pas un « ici », cela s'est passé. C'est un « ici », quelque chose a commencé. Le Madrid lance le défi économique et le Barça répond par une célébration silencieuse, mesurant chaque entrée, chaque regard, chaque geste sur le gazon comme une déclaration d'intention. Ce n'est pas du gaspillage, c'est de la stratégie. Ce n'est pas du tapage médiatique, c'est de la résistance tactique. Et vous êtes là, respirant cet instant, vous sentant partie d'un moment entre historique et surréaliste. Parce que comprendre ce moment ne consiste pas seulement à compter des chiffres stratosphériques, c'est expliquer que ces 150 millions ne sont pas des pièces regroupées, mais un carburant émotionnel et symbolique. Une injection qui réorganise les hiérarchies internes, qui permet des risques calculés et donne de l'air pour respirer lorsque l'institution est tout fait. Saviez-vous que dans des clubs avec des problèmes financiers similaires, un recrutement comme celui-ci a changé la narrative plus rapidement que le temps qu'il vous faut pour lire cette phrase? La symbolique pèse plus que les euros dans l'air. Et si vous êtes déjà en train de flipper avec ça, abonnez-vous, car ce qui vient est encore plus fort. Après cette introduction chargée d'énergie, il faut s'arrêter sur l'essentiel. Ces 150 millions font plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais à l'intérieur, ils ont un effet curatif. Ils rétablissent la crédibilité, permettent une reconstruction paisible sans éblouissement immédiat. Ils donnent l'option de réorganiser les priorités, de penser avec la tête plutôt que de réagir avec euphorie ou panique, mais ils génèrent aussi des questions inquiétantes. À quoi se traduira cet argent? Que peut-on en attendre en retour? Jusqu'où cette somme peut-elle aller sans étouffer des structures déjà tendues? La narration glisse entre les données et les émotions sans perdre ce clin d'œil ironique que vous appréciez sans vous en rendre compte, et il n'est pas moindre de rappeler qu'un recrutement millionnaire ne garantit ni titre ni loyauté, mais que sans ces investissements, il n'y a souvent ni projet. Ici, il y a de l'équilibre, du calcul, de la mesure et, en arrière-plan, une convocation tacite pour que le spectateur ne soit pas un simple spectateur, mais qu'il participe, même depuis son écran, à cette pulsation qui résonne à nouveau à Barcelone. Ce n'est pas le récit bon marché de l'argent comme solution magique. C'est l'analyse rigoureuse qui sait que le football se construit avec des nuances, avec de la culture, avec une identité et avec un financement viable. Ici, nous ne vendons pas de la fumée en proclamant qu'avec 150 millions, le Barça sera champion demain. Mais nous pouvons récupérer quelque chose de plus précieux, une narrative cohérente qui combine son histoire avec l'exigence moderne, qui dit « Nous sommes blessés, mais nous avons une voie pour croire à nouveau ». Et puisse-vous le regarder avec attention, abonnez-vous. Je ne vous promets pas des buts gratuits. Je vous promets que nous continuerons à décomposer le football réel, celui qui ne se lit pas dans les titres et n'apparaît pas dans les hélastes. Le Barça d'aujourd'hui, avec ses 150 millions acceptés, a besoin de se reconstruire sans renier ce qu'il a toujours été, tout en embrassant ce qui doit être. C'est un défi énorme avec l'arôme du passé et l'urgence du futur, et vous méritez de le voir détaillé, sans additifs, avec intelligence et avec cette étincelle qui transforme un script en quelque chose qui vaut la peine d'être raconté. Et pour comprendre en profondeur ce point, il faut regarder au-delà du nombre, car 150 millions ne sont pas simplement 150 millions. C'est une déclaration, une manœuvre chargée de symbolisme qui reconfigure l'échiquier politique, économique et sportif dans lequel évolue le FC Barcelone. Ce n'est pas seulement l'entrée de capital, c'est la provenance, le contexte et les conditions qui en font un mouvement chirurgical que tout le monde n'est pas prêt à interpréter avec la froideur que le moment exige. Accepter cet argent, venant de qui il vient, comporte une charge émotionnelle puissante, et cela à Barcelone n'est jamais trivial. Florentino Pérez n'est pas seulement le président du Real Madrid, il est pour beaucoup de culés l'incarnation de l'antagoniste parfait, l'architecte d'une narrative blanche qui a su capitaliser sur l'institutionnel comme une arme, tandis qu'au camp, on luttait pour maintenir la poésie du football au milieu des incendies financiers. Que ce soit lui qui lance la bouée de sauvetage avec des billets signés par la main de l'ennemi, cela génère un court-circuit émotionnel qui va au-delà du gazon. Il y a des membres qui le voient comme une trahison, d'autres comme du pur pragmatisme, mais tous le ressentent. Maintenant, ce qui rend tout cela encore plus intéressant, ce n'est pas le chiffre, ni même l'identité de l'offrant, mais le moment. Parce que le Barça n'arrive pas à ce carrefour dans un état quelconque.
Il arrive après des années de décisions précipitées, de promesses vides, de projets brisés et de leadership diffus. L'institution a été reine de son propre récit, essayant de maintenir le discours de grandeur tout en signant des chèques avec des mains tremblantes et des bilans en rouge. Le contexte économique est fragile, la confiance institutionnelle vacille et le récit sportif a perdu en cohérence. C'est précisément là que l'argent atterrit. Mais ce n'est pas un miracle, c'est une transaction. Et toute transaction implique des concessions. La question est, que cède le Barça en acceptant ces 150 millions? Parce que dans les grands clubs, même lorsqu'on achète, on vend aussi quelque chose. Parfois c'est du temps, parfois c'est de l'autonomie ou simplement la narrative, cet intangible qui peut donner ou retirer de la légitimité à une décision. Florentino, si c'est faire une chose, c'est bouger les pions sans se faire voir, et cela oblige le Barça à ne pas regarder seulement le montant, mais aussi l'écho politique d'avoir dit oui. Il est vrai que cet argent peut permettre de combler des trous clés, de renforcer des positions, de blinder des talents émergents, d'équilibrer des structures internes qui grincent. Cela peut faire la différence entre retenir un joueur stratégique ou le voir partir au premier chant des sirènes anglaises. Mais il y a aussi une logique implicite à accepter une telle somme. Le club reconnaît, sans le verbaliser, que la situation ne pouvait plus tenir plus longtemps avec des discours, qu'il fallait une injection forte, même si elle venait d'où on l'attendait le moins. Et qu'en est-il des fans? C'est là que le détail devient fascinant, car le barcelonisme, bien que divisé, est extrêmement conscient. Il n'avale pas n'importe quelle version officielle, ni ne répond avec une dévotion aveugle. Il y a de la critique, de la mémoire et une certaine dignité presque génétique qui le rendent unique. C'est pourquoi la fête au camp, bien que réelle, n'est pas une explosion euphorique. C'est plutôt un soupir collectif, une célébration avec une pause, comme quelqu'un qui ouvre une bouteille de vin cher au milieu d'une tempête, non parce que c'est le moment de trinquer, mais parce qu'il est nécessaire de respirer. C'est le genre de scène que vous ne verrez pas représentée dans la presse sportive avec des titres brillants. Cela nécessite de la profondeur, du contexte, de la patience, car il y a quelque chose de très catalan, très barcelonais, à accepter un accord avec des silences et sans feu d'artifice. On peut danser intérieurement tout en gardant son sang-froid extérieurement. Et dans cette dualité se résume tout. Le Barça accepte l'argent, mais ne s'agenouille pas. Il prend le chèque, oui, mais avec le regard tourné vers l'avant et sans baisser la voix de son propre récit. Bien que, bien sûr, tout récit ait ses failles, et c'est là que nous entrons en jeu. Parce que si vous voyez déjà l'intrigue derrière la superficialité, cette chaîne est pour vous. Ici, nous ne répétons pas les communiqués officiels, ni n'applaudissons par inertie. Ici, nous analysons, nous questionnons et nous connectons le football avec ce qui fait vraiment bouger les clubs. Alors abonnez-vous, car vous ne verrez pas cela dans aucun journal télévisé, car à ce moment précis, dans ce silence presque liturgique qui s'impose après l'annonce, se condense tout le poids symbolique du moment. Il n'y a pas de confettis tombant du ciel, pas de bande-son épique en arrière-plan, ni de discours du président avec un sourire révisé. Ce qu'il y a, c'est quelque chose de beaucoup plus réel, un stade qui respire avec une force contenue, comme si tout le monde pressentait qu'ils avaient franchi une ligne, même s'ils ne savent pas encore où elle mène. La décision d'accepter ces 150 millions n'est pas prise par enthousiasme, mais par nécessité. Mais même la nécessité, lorsqu'elle est gérée avec lucidité, peut se transformer en opportunité. Et c'est ce que beaucoup au sein du club commencent à comprendre. La clé n'est pas de savoir combien d'argent on entre, mais ce que l'on en fait, surtout comment on le communique, car dans le monde du Barça, la narrative n'est pas un accessoire, c'est une partie du muscle institutionnel. Vous pouvez commettre des erreurs financières, vous pouvez vous tromper sur les recrutements, mais si vous perdez la narrative, vous perdez l'essence. Et la narrative ici n'est pas facile à maintenir, car admettre publiquement que vous avez accepté de l'argent provenant directement ou indirectement de votre plus grand rival nécessite quelque chose de plus que du cynisme économique. Cela nécessite une architecture de communication impeccable, un équilibre presque chirurgical entre pragmatisme financier et loyauté émotionnelle envers les valeurs qui ont historiquement différencié le Barça. Ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit d'identité. Et lorsque cette identité est menacée, même de manière indirecte, la réaction de l'environnement n'est pas toujours prévisible. C'est pourquoi, en interne, les mécanismes nécessaires pour contrôler les dommages collatéraux ont déjà été activés. Nous ne parlons pas de dissimulation, mais de gestion émotionnelle. Il y a des réunions internes avec les départements de communication pour concevoir le discours. Il y a des appels à des figures médiatiques influentes au sein du barcelonisme pour aligner les positions. Et surtout, il y a une stratégie invisible, maintenir le regard tourné vers l'avant, minimiser le bruit, éviter le débat moral public, car ils savent que si cette boîte de Pandore est ouverte, l'usure peut être plus grande que le bénéfice.
Maintenant, si l'on s'arrête pour analyser ce que ce mouvement implique d'un point de vue technique, l'impact potentiel est immense. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de restructurer de manière chirurgicale ces zones du club qui fonctionnaient avec des rustines depuis des années. Infrastructures sportives obsolètes, planification médicale défaillante, structure de scouting fragmentée. Tout cela qui n'apparaît pas dans les gros titres est là où se joue réellement l'avenir du club. Et maintenant, il y a des ressources pour intervenir là. Et ce n'est pas un hasard si l'on commence par là, car si le football moderne a démontré une chose, c'est que les titres ne se construisent pas depuis le banc de touche le jour du match, mais depuis le quotidien invisible, depuis les données qui prédisent les blessures avant qu'elles n'apparaissent, depuis les profils psychologiques qui aident à mieux intégrer les nouveaux recrutements, depuis les décisions impopulaires qui privilégient la durabilité plutôt que le spectacle. Et ce type de décisions, aussi désagréables soient-elles, sont celles qui séparent les projets solides de ceux qui vivent de gros titres. De plus, ce mouvement permet une chose que le Barça n'avait pas pu faire depuis des années, dire non sans crainte. Non aux représentants toxiques, non aux joueurs qui menacent de partir tous les 6 mois, non aux recrutements qui arrivent par pression médiatique plutôt que par nécessité sportive. Parce qu'avoir du muscle financier ne signifie pas seulement pouvoir dépenser, mais aussi pouvoir résister, pouvoir choisir. Et dans un club aussi pressé par sa propre grandeur, c'est presque révolutionnaire. Le paradoxe est évident. L'argent qui pourrait être vu comme une reddition peut devenir la première étape vers une reconstruction réelle. Mais pour cela, il faut un leadership courageux, qui ne se cache pas derrière des phrases toutes faites et qui a le courage d'assumer le coût politique de décisions impopulaires. Parce que ce qui est facile, c'est de faire une conférence de presse, de sourire et de dire que tout va bien. Ce qui est difficile, c'est de regarder les membres dans les yeux et d'expliquer pourquoi on accepte cet argent, ce que l'on va en faire et surtout, comment on va s'assurer de ne pas hypothéquer son âme en chemin. Et c'est là que le camp devient le thermomètre silencieux de tout cela, car ce stade n'applaudit pas n'importe quoi. Il peut sembler froid, mais en réalité, il est exigeant. Et aujourd'hui, alors que les fans remplissent leurs sièges, ils ne viennent pas chercher des promesses vides ou des feux d'artifice. Ils viennent chercher des signes, des gestes concrets, des décisions qui montrent que cette fois, le club a compris la leçon et que les erreurs du passé ne se répéteront pas sous un autre nom. Ce moment n'est pas une fin, ni même un début. C'est une pause chargée de sens, une sorte d'interlude où tout reste à écrire et où chaque mot compte. Parce qu'à partir de maintenant, le Barça devra démontrer que l'argent ne va pas le transformer en une autre version du Madrid, mais en une meilleure version de lui-même. Et cela, franchement, sera beaucoup plus difficile à réaliser que n'importe quel retour historique à la 90e minute. Et cette difficulté ne se trouve pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les couloirs, dans les bureaux, dans les silences inconfortables entre les réunions, où l'on décide si le Barça restera fidèle à lui-même ou s'il se laissera peu à peu contaminer par la logique qu'il a tant critiquée. Car le club qui s'est toujours défini comme plus qu'un club ne peut se permettre d'agir comme les autres sans en subir les conséquences internes. Ce qui, dans un autre club, serait du pragmatisme, pourrait ici être perçu comme une capitulation. Et cette ligne est aussi fine que dangereuse. Dans ces mêmes couloirs du Camp Nou, où les murs ont entendu des trahisons, des renouvellements dramatiques et des promesses de grandeur, on respire aujourd'hui quelque chose de différent, un mélange d'expectative et de scepticisme. Les employés du club le remarquent. Les vétérans du secteur institutionnel marchent avec des pas plus lents, comme s'ils portaient un poids qui ne figure dans aucun bilan. Les jeunes, quant à eux, ont l'illusion intacte, mais regardent de côté en essayant de décrypter si tout cela est une opportunité ou un maquillage temporaire. Même les routines ont changé. Les responsables du marketing, par exemple, savent que cette opération ne peut pas être transformée en une campagne de taxes et des vidéos avec de la musique épique. Il n'y a pas de place pour des messages édulcorés. La communication doit être chirurgicale, sans tomber dans le cynisme, mais sans non plus tomber dans le romantisme suranné. Elle doit expliquer pourquoi un tel mouvement est accepté, sans sonner comme une défaite ni comme une fanfaronnade. Et cela, en termes de gestion de marque, est presque un exercice de funambulisme. Les dirigeants les plus expérimentés, ceux qui ont vécu de l'intérieur l'ère Laporta originale ou les années Guardiola, avertissent que ce coup se produit dans une réalité différente. À cette époque, le Barça avait un récit solide qui le blindait même contre des erreurs flagrantes. Aujourd'hui, le récit est blessé, remis en question et avec trop d'acteurs au sein du club qui veulent le réécrire à leur guise. Accepter l'argent de Florentino dans ce contexte, c'est comme remettre un stylo chargé de dynamite à quelqu'un qui n'a pas encore appris à écrire. Mais au-delà du symbolisme, il y a les questions inconfortables. Cet argent engage des décisions futures. Y a-t-il des contreparties cachées? Assistons-nous à une collaboration ponctuelle au début d'une dépendance structurelle? Personne ne le dit à voix haute, mais plus d'un dans l'entourage se le demande.
parce que les mouvements de Florentino ne sont jamais gratuits. Il y a toujours un calcul, un angle, une vision à long terme qui ne coïncide généralement pas avec le bien commun du football, mais avec celui de son club ou avec le sien propre. Les avocats du club sont également plus occupés que d'habitude. Ils révisent les clauses, les contrats, les blindages. Personne ne veut être responsable du fait que dans 5 ans, cette opération devienne le point de départ d'une cession de souveraineté déguisée en accord stratégique. Parce qu'il y a une chose que beaucoup oublient. L'argent, bien qu'il circule rapidement, laisse des traces, et ces traces, si elles ne sont pas tracées avec précision, peuvent devenir des pièges juridiques ou même des armes politiques au sein du même club. Pendant ce temps, dans les bars du quartier de sang, les débats sont toujours animés, mais ils ne portent plus seulement sur les recrutements ou les alignements. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, on discute de gouvernance, de valeurs institutionnelles, d'éthique sportive. Certains applaudissent le coup pour ce qu'il peut résoudre. D'autres le voient comme une reddition déguisée. Et certains, les plus cyniques, disent simplement que c'est un autre chapitre de plus dans le roman sans fin du Barça. Un mélange de talent, de tragédie, de grandeur et de contradictions constantes. Et c'est là la clé. Le Barça n'est pas un club comme les autres, non pas parce qu'il gagne plus ou joue mieux, mais parce que chacune de ses décisions traîne des décennies de signification. Il n'y a pas de mouvements innocents, pas de gestes anodins. Tout, depuis la signature d'un document jusqu'au langage corporel lors d'une conférence de presse, peut être lu comme un symbole. C'est pourquoi ce moment, bien qu'il semble purement économique, est en réalité profondément identitaire, et tout le monde le sait. Les membres, la presse, les rivaux et, bien sûr, Florentino. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que cela va bien au-delà du football, abonnez-vous dès maintenant, car ici nous parlons du jeu, oui, mais aussi de ce qui se cache derrière le jeu, des décisions qui changent l'histoire, et pas seulement les scores. Et ce qui s'écrit en ce moment même au camp, en silence et avec un trait fin, est de l'histoire pure, même si cela ne semble pas encore en être. Et c'est précisément ce trait fin qui préoccupe le plus ceux qui comprennent que les grandes transformations n'arrivent pas enveloppées de fracas, mais de murmures. Parce que ce qui se décide dans les couloirs, dans les cafés discrets, dans les réunions sans caméra, c'est la manière dont le pouvoir se reconfigure au sein de l'institution. Non seulement le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir symbolique, celui qui détermine qui a le droit de parler au nom du club, qui peut élever la voix sans que le blason ne tremble, qui sera ricordé comme celui qui a tenu le gouvernail au milieu de la tempête et qui comme celui qui a vendu une partie de son âme pour une bouffée d'oxygène. Le noyau dur du club est plus actif que jamais. Dans ces cercles qui n'apparaissent pas dans les organigrammes, mais qui influencent chaque décision, on débat non plus de savoir si c'était correct d'accepter l'argent, mais de la manière de protéger le club d'une capture silencieuse. Parce que si les barcelonistes ont appris une chose, parfois à la dure, c'est que l'ennemi ne porte pas toujours le maillot du rival, parfois il entre par la grande porte, en costume, avec un sourire et un discours de modernisation. Et si l'on n'est pas attentif, quand on s'en rend compte, ce n'est plus vous qui décidez. C'est là qu'intervient le rôle clé des vétérans, non pas les ex-joueurs médiatiques ni les légendes qui assistent aux événements, mais ces profils discrets qui ont vécu suffisamment de cycles pour détecter quand une opportunité unique est en réalité un coup d'échec à plusieurs bandes. Eux, bien qu'ils n'occupent pas les gros titres, passent des appels, révisent des documents, lancent des avertissements subtils à ceux qui ont le pouvoir d'arrêter certaines impulsions avant qu'elles ne deviennent des erreurs structurelles. Même dans les couloirs les plus techniques, où l'on parle plus de charges musculaires que de bilan financier, la nouvelle a fait son chemin. Les préparateurs physiques, les analystes, les médecins sportifs, tous comprennent que ce mouvement peut leur ouvrir la possibilité de travailler avec plus de moyens, de mettre à jour la technologie, de disposer de systèmes de prévention des blessures que d'autres clubs utilisent depuis des années. Mais ils savent aussi que si cet investissement n'est pas géré avec une tête froide et une vision à long terme, il peut devenir une dépense de plus en retour tangible. Parce que si quelque chose a détruit de grands projets sportifs, c'est de confondre abondance avec stratégie. Pendant ce temps, la presse proche du club navigue en eau trouble. Les médias les plus institutionnels, ceux qui dépendent en partie de la bonne volonté du club, tentent de trouver un ton qui justifie sans louer, qui explique sans sembler servile, un équilibre délicat entre informer et ne pas enflammer, car ils savent que tout titre suggérant une subordination au Real Madrid, même implicite, est de la dynamite pure. Et dans un écosystème aussi émotionnel que le barcelonisme, une étincelle mal placée suffit à allumer des incendies que même les campagnes de communication les plus élaborées ne pourront éteindre. Et bien sûr, il y a les membres, pas ceux qui apparaissent sur les plateaux de télévision ou qui tweetent en majuscules, mais ceux qui vont au stade chaque week-end, ceux qui ont enduré les saisons difficiles, ceux qui votent, critiquent et défendent avec la même passion. Ils sont en alerte.
Certains comprennent l'opération comme un moindre mal, une concession temporaire pour sauver le club de son propre effondrement. D'autres ne l'acceptent sous aucun prétexte, et quelques-uns, les plus désenchantés, se résignent simplement comme quelqu'un qui voit un vieux ami prendre des décisions qu'il ne comprend plus, mais qui ne peut s'empêcher d'aimer. Cette lutte interne ne se voit pas de l'extérieur, elle n'apparaît pas dans les conférences de presse ni ne se discute dans les débats sportifs, mais elle est réelle et ce qui sera décidé dans ces jours marquera non seulement la prochaine saison, mais aussi le type de club que le Barça sera dans la prochaine décennie. Parce qu'accepter de l'argent n'est pas seulement une transaction, c'est un choix de modèle, de culture, de narrative. Et chaque euro qui entre est accompagné d'un point d'interrogation. À quoi renoncez-vous en l'acceptant? Et si tout cela vous fait penser que le football, au moins au camp, est bien plus que 22 types courant après un ballon, vous commencez à comprendre ce qui est vraiment en jeu. Alors abonnez-vous, car ce qui compte ici n'est pas seulement qui gagne le match, mais qui écrit l'histoire quand personne ne regarde. Et à ce moment précis, cette histoire s'écrit avec de l'encre invisible. Mais quand elle apparaîtra, elle sera impossible à effacer. Et cette encre invisible, celle qui ne se voit pas dans les titres, mais qui marque les décisions clés, est celle qui coule aujourd'hui dans les mains d'une élite très spécifique. Pas les fans ordinaires, pas les commentateurs vociférants, ni même les footballeurs, mais ce groupe réduit de noms propres qui, loin des projecteurs, décide quelle version du Barça survivra à ce moment, car au fond, c'est ce qui se négocie. Quel type de club restera après l'accord? Quel sera son récit? Et plus important encore, qui aura le droit de le raconter? Chaque geste, chaque silence, chaque fuite dans la presse a un but mesuré. Il n'y a pas de déclaration spontanée. Même l'absence d'une conférence de presse officielle après la fuite de l'accord a été stratégique. Les hauts responsables du club savent que trop expliquer peut être aussi dangereux que l'opacité. Si vous parlez trop, vous confirmez des soupçons. Si vous ne dites rien, vous permettez aux autres de construire le récit. Et à ce moment, le récit est presque aussi important que les chiffres. À l'intérieur du camp, le stade encore en rénovation, symbole parfait de la transition que vit le club, des réunions discrètes ont lieu. Les salles où l'on définissait les alignements ou les renouvellements sont maintenant dominées par des avocats, des conseillers financiers et des experts en réputation institutionnelle. Le football est passé au second plan pendant quelques jours. Ce qui se joue maintenant, c'est l'architecture du pouvoir du club. Parce qu'une entrée de capital aussi significative ne soulage pas seulement les comptes, elle altère aussi les équilibres. Et aucun président ne veut être ricordé comme celui qui a cédé du poids politique en échange de liquidités temporaires. Même l'équipe technique, bien qu'éloignée des chiffres, perçoit le changement d'ambiance. Les conversations dans les couloirs ne tournent plus autour du prochain recrutement, mais autour de la capacité du club à maintenir son indépendance stratégique. Parce que pour ceux qui travaillent quotidiennement sur la performance de l'équipe, l'autonomie est une condition indispensable. Toute ingérence externe, aussi subtile soit-elle, peut éroder la confiance interne. Et cela, dans un vestiaire d'élite, est un poison pur. Le plus inquiétant est le manque de certitude, car dans ce type d'opération, ce qui est signé n'est pas toujours ce qui reste. Les clauses cachées, les accords parallèles, les conditions futures qui aujourd'hui sont présentées comme optionnelles, mais demain seront des exigences. Tout cela fait partie du package. Aussi calme que la direction essaie de transmettre, il y a ceux qui, au sein du club lui-même, commencent à faire des calculs parallèles, car ce qui semble aujourd'hui une opportunité peut devenir demain un péage. Et pendant ce temps, dans les groupes internes de membres influents, le bruit est de plus en plus intense. Des messages sont échangés, des sources sont comparées, des scénarios de vote sont envisagés, même des contestations possibles si l'on venait à constater que l'accord compromet les droits historiques du club. La figure du membre, si souvent décorative, pourrait retrouver dans ce moment une force endormie. Parce que si le Barça a une chose qui le différencie des autres, c'est que sa propriété n'est pas entre les mains d'un fonds ou d'un magnate, mais entre celles de milliers de personnes à la mémoire longue et à la passion exigeante. Mais peut-être que l'aspect le plus subtil et donc le plus dangereux est le psychologique. Parce qu'accepter de l'argent de celui qui a toujours été présenté comme l'antagoniste naturel, l'opposé idéologique, le rival total, peut créer une fracture invisible, mais réelle dans l'imaginaire collectif. Et cela ne se répare pas avec des communiqués ni avec des bilans. Le barcelonisme s'est construit sur une narrative très concrète. Résistance, dignité, construction propre, rivalité frontale, mais respectueuse. Si ce récit se dilue, quelque chose se perd que même les titres ne peuvent récupérer. L'âme partagée. Et c'est ici que le temps devient le juge impitoyable, car cette opération ne sera pas mesurée par son impact économique immédiat, mais par ce qu'elle aura semé dans la culture institutionnelle du club. La dépendance envers des tiers sera-t-elle normalisée? La porte sera-t-elle ouverte à de futures collaborations aujourd'hui impensables?
Ou cela ne sera-t-il qu'une anecdote au milieu d'une reconstruction plus large et plus ambitieuse? Pendant ce temps, les bureaux restent éclairés bien après les heures de travail habituelles, non par romantisme du travail, mais parce que ceux qui sont aux commandes savent que toute erreur maintenant sera irréversible. La marge d'erreur est minime, la pression maximale et l'histoire impitoyable. Ce qui se passera dans les prochaines heures n'a pas encore été communiqué officiellement, mais le ton du message, la terminologie précise, l'ordre des faits sont déjà négociés. Parce que lorsque l'on s'adresse au public, on ne peut pas improviser. On s'adresse au cœur du barcelonisme. Et ce cœur, bien que blessé, bat encore avec force, se souvient encore et exige encore. Demandez à ChatGPT. Et le plus fascinant ou inquiétant, selon l'angle sous lequel on le regarde, c'est la manière dont ce cœur collectif du barcelonisme, composé de milliers de voix, de générations et de latitudes différentes, bat à un rythme commun sans que personne n'ait besoin de le coordonner. C'est un battement de fierté, de suspicion, d'amour viscéral et, surtout, de mémoire, car au Barça, la mémoire n'est pas seulement une vertu, c'est une obligation. Et dans des moments comme celui-ci, c'est la seule boussole fiable lorsque la boussole institutionnelle semble tourner sur elle-même. Dans les bureaux de l'étage noble, tandis que les conseillers juridiques polissent chaque virgule des communiqués et que les responsables de la communication répètent les questions potentiellement inconfortables, un silence dense règne. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence chargé de sens. Parce que tous les présents savent qu'il ne s'agit pas seulement d'expliquer une opération économique, mais de justifier un acte symbolique. Et cela exige une précision chirurgicale, un faux pas dans la rhétorique. Un mot qui sonne trop livré, le récit s'effondre comme un château de cartes. Pendant ce temps, les téléphones ne cessent de sonner, non seulement les lignes officielles, mais aussi les lignes personnelles. Des dirigeants reçoivent des messages d'anciens joueurs, de légendes du club, qui préfèrent parler en privé pour ne pas s'engager publiquement, mais qui ne peuvent ni ne veulent rester en marge. Leurs mots ne sont pas exactement des reproches, mais pas non plus des bénédictions. Ce sont des avertissements voilés, des rappels que le club qu'ils ont défendu sur le terrain a une essence qui ne peut être hypothéquée en échange de stabilité financière. Parce que si cette essence est perdue, que reste-t-il? Et ici intervient un paradoxe que peu osent prononcer à voix haute, mais que tous pressentent, l'accord avec Florentino Pérez, et au-delà de lui, avec l'idée qu'il représente, le Real Madrid n'est pas seulement inconfortable pour des raisons sportives ou émotionnelles, mais aussi parce qu'il oblige le Barça à se regarder dans un miroir qu'il a toujours évité. Pendant des décennies, le réciculé s'est construit comme le pôle opposé au modèle merengue. La contra contre le carnet de chèques, l'identité contre la marque globale, la résistance contre le pouvoir établi. Mais aujourd'hui, en pratique, les différences se sont estompées, et ce miroir ne renvoie plus une image aussi distincte que celle à laquelle les barcelonistes étaient habitués. Cela provoque un vertige difficile à gérer. Pour les membres les plus anciens, c'est presque une trahison. Pour les plus jeunes, une confusion. Et pour les dirigeants, un numéro d'équilibristes sans filet, car ils doivent transmettre sérénité, modernité et responsabilité, sans sembler trahir les valeurs fondatrices. Ils doivent projeter un leadership sans que ce leadership ne soit confondu avec de l'arrogance, pire encore, avec de la soumission. C'est un exercice de funambulisme politique, émotionnel et narratif auquel peu sont vraiment préparés. Et n'oublions pas le rôle de l'effectif. Bien qu'officiellement tenus à l'écart, les joueurs ne vivent pas dans une bulle. Ils savent ce qui se trame, en parlent en privé, le digèrent à leur manière, l'intègrent ou le rejettent dans leur perception du club. Les capitaines, en particulier, ressentent le poids symbolique de l'histoire. Ils savent qu'il y a des moments où leur rôle va au-delà du terrain, et bien qu'ils ne le disent pas publiquement, ils observent avec attention qui décide comment et avec quelle justification. Même dans les vestiaires de la Masia, où se forment les futurs talents, l'écho de la nouvelle est arrivé, non pas comme un débat financier, bien sûr, mais comme une question plus basique, mais beaucoup plus puissante. Qu'est-ce que le Barça aujourd'hui? Est-ce toujours ce club qu'on leur a promis, où le talent et l'effort priment sur le pouvoir, ou est-il en train de muter en quelque chose de nouveau, difficile à définir et encore plus difficile à admirer? C'est à ce moment que le mot projet commence à sonner creux. Il a été tellement utilisé dans tant de contextes qu'il a perdu de sa précision, mais aujourd'hui plus que jamais, ce mot devrait signifier quelque chose de concret. Quel est ce projet? Celui qui sauve le club au détriment de son récit, celui qui mise sur la durabilité en sacrifiant les symboles, ou celui qui survit simplement comme il peut dans un écosystème où les idéaux sont de plus en plus chers et les principes de plus en plus négociables. Et si vous aussi, vous voyez tout cela et pensez qu'il y a bien plus à dire, abonnez-vous, car ce qui se joue maintenant n'est pas seulement la saison, ni même la prochaine décennie. C'est l'identité même de l'un des clubs les plus influents de la planète. Et croyez-moi, personne ne vous le racontera avec autant de clarté qu'ici. Et cette identité, si célébrée qu'elle soit insaisissable, n'est pas écrite dans la pierre, même si beaucoup le souhaiteraient.
Elle est fragile, malléable et, surtout, vulnérable au contexte. Elle ne vit pas dans les trophées ni dans les slogans, mais dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et en ce moment même, cette cohérence est soumise à une pression aussi intense qu'elle est silencieuse. Parce qu'accepter 150 millions, et non de n'importe qui, mais de Florentino, implique bien plus qu'un chiffre. Cela implique de reconnaître que pour une fois, l'ennemi intime détenait la clé dont le Barça avait besoin. Ce qui complique encore davantage la digestion interne, c'est la composante émotionnelle. Pendant des années, le récit institutionnel a été une sorte de fresque collective. Le Barça comme un club différent, presque moralement supérieur, qui ne se contente pas de rivaliser, mais représente quelque chose de plus grand que le jeu. Et lorsque cette fresque commence à se fissurer, même par une faille pragmatique, l'effet n'est pas seulement réputationnel, il est intime, personnel. Chaque supporter le ressent comme si on avait changé les meubles de sa propre maison sans l'avertir. Dans les bureaux, tandis que les dernières ébauches du communiqué sont révisées pour la 5e fois en un après-midi, quelqu'un suggère d'adoucir la mention de l'accord stratégique. Un autre propose de supprimer purement et simplement l'adjectif, car les mots, dans ces cas-là, sont comme des bistouris. Trop tranchants, ils coupent l'image publique. Trop doux, ils sonnent comme une reddition. Quelqu'un d'autre, avec une ironie nerveuse, suggère qu'il serait plus facile de vendre la nouvelle en disant que l'argent vient du Qatar ou d'un fonds d'investissement nord-américain, mais de Florentino. Cela a un autre poids symbolique, une autre odeur plus dense, plus inconfortable. Et c'est là la clé, l'odeur. Parce que cela ne sent pas une opération financière traditionnelle, cela sent quelque chose de plus profond, un changement de paradigme, une renonciation déguisée, une stratégie de survie. Cela sent, en résumé, la chronique d'une nécessité camouflée en vision d'avenir. Et ce type d'odeur, les barcelonistes la détectent à des kilomètres, car ils ont l'habitude de sentir les promesses creuses enveloppées de phrases sophistiquées. Pendant ce temps, les responsables des relations institutionnelles reçoivent des appels d'autres clubs européens, non par courtoisie, mais par curiosité stratégique. Que signifie vraiment ce mouvement? Quel précédent peut-il établir? Le Barça marque-t-il une tendance que d'autres suivront? Ou, au contraire, ouvre-t-il la porte à une faille qui sera ensuite difficile à refermer? Au sein même de la direction, il y a des nuances. Tout le monde n'est pas convaincu que c'était la seule issue. Certains ont proposé des alternatives plus conservatrices, avec un impact économique moindre, mais aussi une exposition symbolique moindre. D'autres, les plus technocrates, ont défendu l'idée que, à l'ère du football mondialisé, il n'y a plus de place pour les puretés idéologiques, que l'important est de rivaliser et que pour rivaliser, il faut investir. Et pour investir, il faut s'allier avec ceux qui ont des liquidités. Et Florentino, qu'on le veuille ou non, en a en abondance. Mais au fond, tout le monde sait que cela ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la délégation. Comment ce chapitre sera-t-il recordé lorsque, dans 20 ans, quelqu'un demandera « Et comment en est-on arrivé à accepter cet accord ?» Parce que, contrairement à d'autres clubs entreprises, le Barça a une mémoire collective qui n'oublie pas facilement. Et ce jugement, le jugement de l'histoire, est celui que craignent le plus ceux qui signent aujourd'hui des papiers entre du café froid et des téléphones qui vibrent sans arrêt. Et si tout cela vous semble fort, attendez de voir ce qui vient, car nous sommes juste au seuil d'une nouvelle ère du club. Et ce qui se décide maintenant, vous ne le verrez dans aucun journal télévisé, ni ne l'entendrez avec cette clarté dans aucun autre canal. Alors, si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe vraiment dans les bureaux du camp, abonnez-vous dès maintenant, car ici nous n'informons pas seulement, nous démystifions la narrative. Et démystifier la narrative implique de s'aventurer sur des territoires inconfortables, dans des recoins où les communiqués officiels ne pénètrent pas et où la narrative se prépare à feu doux entre des silences éloquents et des décisions sans signature visible. Parce que, aussi fort que le club s'efforce de présenter l'accord comme une stratégie de croissance partagée, en réalité, ce qui est en jeu est quelque chose de beaucoup plus primitif, le contrôle de la narrative. Et cela, dans une institution comme le Barça, vaut plus que 150 millions, bien plus point ceux qui ont participé aux réunions les plus délicates le savent. Les sessions n'ont pas été seulement financières ou juridiques, elles ont été sémantiques. Les discussions les plus animées ne portaient pas sur les clauses du contrat, mais sur la manière d'expliquer publiquement chaque ligne de ce document. Ce n'est pas la même chose de dire « nous acceptons que nous collaborons ». Cela ne sonne pas pareil. Nous relançons l'économie n'est pas la même chose que nous garantissons la viabilité. Et cette différence, bien que mineure, est tout, car c'est de la manière dont cela est dit que dépend la manière dont cela sera perçu. Et au Barça, comme dans toute grande institution symbolique, la perception est tout. Les conseillers externes engagés pour concevoir la stratégie de communication de l'annonce ne venaient pas du monde du football.
Ils viennent du marketing politique, du conseil en gestion de crise et de la narrative corporative. Et cela en dit long. Il ne s'agissait pas seulement d'informer, mais de mettre en scène. Chaque mot a été répété, chaque silence aussi. Même la date choisie pour l'annonce a été pensée en fonction du calendrier médiatique. Éviter qu'elle coïncide avec des matchs décisifs, des foires sportives ou des événements internationaux qui pourraient voler la vedette. Pire encore, générer des comparaisons. En parallèle, les principaux médias proches du club ont reçu des briefings informels. On ne leur a pas dit ce qu'ils devaient dire, du moins pas directement, mais on leur a donné la ligne à suivre, mettre en contexte, expliquer l'urgence, souligner la vision d'avenir. Certains journalistes, plus scrupuleux qu'attachés à la tribune de presse, ont levé un sourcil, mais d'autres, ceux de toujours, ont compris le coup. Si vous aidez maintenant, vous aurez accès demain. Si vous dérangez, on vous sort de la salle. C'est aussi clair que sale. Au sein de l'équipe de communication, certains ont même proposé de jouer une tactique plus agressive. Filtrer que d'autres grands clubs européens envisageaient des alliances similaires avec Florentino pour normaliser le mouvement. Et en faire une tendance. L'idée est simple. Si vous ne pouvez pas éviter l'impact, diluez-le dans le bruit. Faites en sorte que cela semble faire partie d'une vague inarrêtable, que le Barça ne s'est pas vendu, mais s'est avancé, qu'il n'a pas cédé, mais a dirigé. Mais aussi épaisse que soit la couche de vernis narratif appliquée, il y a une base en béton impossible à dissimuler. Et cette base est une dépendance financière douloureuse à reconnaître, car alors qu'à l'époque le club se targuait de sa propre force, aujourd'hui il est obligé de regarder vers la capitale non seulement comme un rival sportif, mais aussi comme une source d'oxygène. C'est le retournement le plus ironique que l'on puisse imaginer, comme si le méchant d'une saga finissait par financer le héros sans changer une virgule du scénario, ou plutôt en le changeant complètement. Et ce type de retournement ne passe pas inaperçu pour les structures internes. Dans le service juridique, par exemple, des révisions transversales ont été activées. On évalue jusqu'à quel point cet accord peut avoir des implications juridiques pour les futurs mouvements institutionnels. Si une nouvelle direction voulait le renverser, pourrait-elle le faire sans rompre d'engagement? Seront-ils piégés dans un lien symbolique dont ils ne pourront sortir sans coup politique et émotionnel? Parce qu'une chose est de signer une opération stratégique, et une autre très différente est d'hypothéquer la narrative du club pour les générations futures. Même dans les domaines les plus éloignés du noyau dur, comme le marketing, les relations avec les sponsors, la fondation du club, on perçoit une vibration différente. Personne ne le dit ouvertement, mais il y a un sentiment partagé de participer à un chapitre qui sera recordé avec plus de suspicion que de fierté. Et cela, dans un environnement où la réputation est un capital symbolique, laisse des traces. Les messages qui circulent dans les groupes internes de WhatsApp des employés et des anciens employés sont subtils, mais révélateurs. Il n'y a pas d'insultes ni de scandales ouverts. Mais il y a des questions piquantes. Est-ce que Laporta aurait aussi fait cela lors de sa première mandature? Xavi savait-il quelque chose avant de partir? Jusqu'à quel point cette opération conditionnera-t-elle l'indépendance du club? Des questions que personne ne veut répondre par écrit, mais qui résonnent fortement dans chaque couloir. Et pendant ce temps, le Camp Nou, cette icône physique de l'identité blaugrana, est toujours en travaux, littéralement et métaphoriquement, car il ne s'agit pas seulement de ciment et de grue, mais d'un club qui se reconstruit tout en essayant de ne pas sembler défiguré. Un club qui, comme ses propres gradins, est partiellement démonté et cherche à maintenir son essence alors que son squelette est remplacé par nécessité plutôt que par conviction. Et c'est là le défi. Comment maintenir l'essence lorsque les fondations sont remplacées par nécessité plutôt que par conviction? Comment construire l'avenir sans trahir le passé? Et combien de vérité peut contenir un récit lorsque ce récit doit être rentable? Mais cela, nous le développons dans la prochaine partie, car maintenant, vous le savez, cela ne concerne pas les recrutements ni les matchs, mais l'identité, le pouvoir et la survie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous pressentez que ce qui vient est encore plus complexe.